Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue Michael qui va vous présenter notre invité. Merci. Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que nous recevons aujourd'hui, Bouchra Manaï, qui est l'actuel commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques à la Ville de Montréal, donc qui est rentré en poste en janvier dernier. Bouchra a une impressionnante feuille de route qui combine à la fois la recherche et l'action sociale sur le terrain. Et donc, côté recherche, elle est géographe de formation, titulaire d'un doctorat en études urbaines de l'INRS à Montréal. Elle est aussi auteure prolifique de différents articles sur l'immigration, l'ethnicité maghrébine à Montréal et l'importance de la justice spatiale. Vous pouvez notamment lire son livre Les Rébins de Montréal, qui permet de se faire une meilleure idée de cette communauté, de sa trajectoire, de sa localisation spatiale, du petit Maghreb lui-même comme quartier. Et donc, lecture fascinante aux presses de l'Université de Montréal. Côté action sociale, Bouchra est très active depuis une bonne dizaine d'années à Montréal-Nord, notamment à la fois, elle était coordonnatrice de la table de concertation jeunesse de Montréal-Nord, puis directrice de Parole d'exclus. Elle s'est fait connaître peut-être un peu davantage du grand public en étant par la suite porte-parole du Conseil national des musulmans canadiens dans sa contestation judiciaire de la loi 21, donc la loi sur la laïcité de l'État, ce qui montre depuis fort longtemps que Bouchra est aussi concernée, active sur les questions de racisme et d'islamophobie. Et on a vraiment le plaisir de pouvoir l'accueillir aujourd'hui pour cette discussion, pour à la fois mieux la connaître et mieux comprendre comment est-ce qu'on peut devenir leader antiraciste. Et donc, bienvenue, Bouchra, à ce webinaire. Et donc, merci Michael. Merci de l'invitation à l'école. Merci à toi. Donc, débutons avec une question. J'ai fait une présentation un peu plus formelle en termes de CV, mais pour des gens qui te connaissent très moins, comment est-ce que tu te présenterais? Discussion d'ascenseur, peut-être. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on sache sur toi? C'est très intéressant comme question d'essayer de se dire, OK, comment quelqu'un qui me connaît me présenterait? Bon, évidemment, si on tente de focuser sur les éléments importants pour définir le leadership, je vais essayer de tabler sur ce que j'estime être mes forces, OK? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de défauts, mais dans le fond, je pense qu'une des choses que je souhaite mentionner d'emblée, c'est que je suis une personne qui est très, très consciente de ses conditions, en fait, de mes conditions. De ma condition de femme, de ma condition d'enfant de réfugié, de ma condition de femme migrante et de migrante. Je suis aussi très, très, très consciente et très jeune, j'ai été conscientisée à la question des classes sociales. Donc, je suis aussi très, très consciente du fait que je suis issue moi-même de deux classes sociales parfois qui ne se parlent pas. Je pense que je suis une personne très engagée et je dirais un peu pas lâcheuse du tout quand je me mets dans certains défis. Cela dit, et je pense que ça, c'est un élément qui pour moi est très, très important, c'est que je suis extrêmement sensible à la façon avec laquelle, et l'importance en fait de l'éducation et à ce qu'elle peut permettre, en fait, à ce que l'éducation peut permettre pour contrer les inégalités. Puis là, ça va de l'éducation familiale, celle de l'école, celle qui est amenée par des pairs, je ne sais pas, moi, c'est coach de sport, etc., etc. Et donc, cette éducation qui peut passer soit par les institutions, l'école, ou par plein de milieux. Une chose importante aussi, si l'ascenseur nous permet d'aller très, très haut, c'est que pour moi, en fait, pour moi, il faut, mais en tout cas, je m'estime être une joueuse d'équipe. C'est-à-dire que je suis un peu acharnée, là, quand il le faut, sur un terrain de soccer, mais toujours dans le respect des adversaires, puis toujours pour faire monter, en fait, une équipe. Et donc, mes capacités, on va dire, collectives, je les applique autant au soccer que dans mon milieu de travail ou dans les mouvements sociaux. Ça, je le mentionne parce qu'il y a quelque chose, on se prétend toujours être des leaders collectifs, mais tu sais, des fois, il faut vraiment l'appliquer, là. Finalement, je dirais aussi que j'ai une haute estime pour les humains qui négocient à tous les jours avec la question de l'altérité. Qui que l'on soit, où que l'on travaille, pour moi, dans les sociétés du Nord comme dans les sociétés du Sud, il y a des choses dont il faut se saisir et qu'il faut apprendre sur comment on fait avec l'altérité. Et donc, pour moi, tout ça, là, ça vient du fait que je suis née en Tunisie.
dans un contexte de dictature qui a dépossédé politiquement beaucoup de gens. Tout ça vient du fait que j'ai 2 parents qui sont extrêmement différents, notamment sur le plan de la classe sociale. Puis, j'aime beaucoup le mentionner parce que je suis née d'un père tunisien plutôt issu d'une classe privilégiée et d'une mère algérienne de France, dont la famille et dont l'histoire algérienne de France a été marquée par le mépris social et économique. Puis ça, pour moi, là, c'est super important parce que c'est ça aussi qui fait que je suis capable de contrer à 10 ans la date imposée que j'ai eue avec le racisme. Et donc, c'est un peu tous ces éléments-là qui font ce que je dirais là que je suis, c'est-à-dire la géographe passionnée et la personne avide de transformation sociale, institutionnelle, etc. Et qu'est-ce qui fait que, je veux dire, tu es quelqu'un qui a fait de longues études, tu es à la fois intervenante, praticienne, commissaire, mais aussi tu as une feuille de route en recherche. Qu'est-ce qui fait justement que tu t'es dirigé vers la géographie et vers le souhait de faire des études supérieures très poussées, tout en maintenant un équilibre avec l'action sociale dans laquelle tu es, à l'évidence, impliqué jusqu'au cou depuis des années, mais si on parle juste de ton parcours au Canada, depuis au moins 10-15 ans. Là. Exact. Ben, en fait, comme tu le mentionnes, j'ai un parcours je vais vous raconter une anecdote. J'ai une amie, une très, très bonne amie à moi. Bon, je ne suis pas encore citoyenne. J'ai beaucoup repoussé le fait de devenir canadienne. Bon, ça c'est analysé dans un autre élément, genre ça, c'est plutôt psychanalytique. Mais mon amie me disait, mais tu fais déjà tout ça, tu n'es pas citoyenne. Mais quand tu vas être citoyenne, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tout ça pour mentionner que ma présence dans cette terre qui repense de façon plus collective la question décoloniale, et j'en suis ravie. Je suis sur cette terre depuis 12 ans seulement. Et donc, moi, j'ai un parcours qui a commencé évidemment en Tunisie, puis ensuite, on a été exilés. J'ai fait mes études d'abord en France. Et donc, moi, mon parcours en France, d'abord, je suis une fille de littérature. Moi, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles en littérature. J'ai un bac en littérature. Donc, moi, je suis passionnée à la base par la littérature et je voulais faire Sciences Po. Moi, je voulais faire de la science politique. Puis, à la base, je voulais devenir journaliste. Et j'ai rencontré un homme formidable, un professeur de géographie formidable en classe prépa. Et c'est lui qui m'a ouvert en fait à ce que je pense que j'avais déjà, c'est-à-dire cette espèce de curiosité sur l'environnement social dans lequel nous vivons et comment, comme humains, nous pouvons le transformer. Et ça, là, c'est ça la géographie. Fait que quand je découvre la géographie, je pense que je déploie un petit peu plus mes ailes et c'est là que je découvre Montréal lors d'un échange interuniversitaire à l'Université de Montréal en géographie. Et en fait, c'est là aussi que je découvre ma propre ambivalence, c'est-à-dire j'avais une extrême curiosité théorique. J'étais avide de comprendre, mais c'était quoi ces enjeux d'interculturalisme, de multiculturalisme, la question de l'autochtonie, la question de l'immigration, la question de la décolonisation. C'est-à-dire que c'est là que je me mets à vivre comme une sorte d'explosion théorique. Et en même temps, de l'autre côté, chaque fois que j'occupais, donc on va dire, chaque fois que je m'investissais dans un travail de recherche, je trouvais que ça manquait de transformation, ça manquait d'impact. En fait, je ne voyais pas toujours l'impact des choses que je pouvais réfléchir ou théoriser. Et chaque fois que je passais dans un milieu de travail ou un milieu plus communautaire, ben, je vais pas vous mentir, il y avait des fois, je m'ennuyais là. Et je me disais, mais ça manque de réflexion, j'ai besoin d'un peu plus de hauteur. Et donc, j'ai vécu cette ambivalence, je dois l'avouer, là, jusqu'au doctorat. Et donc, j'ai décidé quelque part de ne plus vivre cette ambivalence. J'ai décidé d'habiter mon ambivalence. Et je pense que la position qui a été pour moi le moment où je me suis dit, ah, je ne peux pas me passer ni de l'un ni de l'autre. Je veux écrire, je veux toujours théoriser et documenter les pratiques au quotidien, mais je ne veux pas seulement théoriser, chaque chercheur fait absolument ce qu'il veut. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a seulement du bénéfice dans la recherche-action ou dans la recherche qui vise la transformation, mais moi, je souhaitais, comme personne peut-être beaucoup trop avide de transformation, je voulais que les choses que je théorise puissent avoir de l'impact quasiment immédiatement. Et Parole d'exclus a été un des moments pour moi les plus intéressants parce que c'était réfléchir un territoire en transformation et penser la transformation d'un territoire. Puis penser la transformation d'un territoire, ça ne se fait pas sans les gens. Et moi, c'est ça que j'ai appris dans
en fait, certaines théories critiques où ma formation en géographie française, là, il y avait des choses, des fois les gens, on s'en foutait un peu, tu comprends? Je ne veux pas comme généraliser, mais moi, c'est ça que j'ai appris grâce à ce qu'on appelle la théorie critique, en fait, ou ce que je suis allée chercher en sociologie de l'immigration. C'est de dire, mais comment on combine tout ça pour faire que, comme quand on est comme moi aujourd'hui, quand on a une position d'influence, de pouvoir, de direction, comment on s'assure que la transformation qu'on pense et qu'on veut amener, elle se fasse pour la réalité de celles et ceux qui ont encore malheureusement des conditions de vie qui ne peuvent pas être celles d'une société dans laquelle on est. Et si on fait le saut justement avec le poste que tu occupes maintenant, à quoi ça ressemble une commissaire ambivalente? Ambivalente en termes de théorisation et de désir d'agir. Quelle approche ça apporte au leadership antiraciste, inclusif que tu essaies d'incarner dans ton travail? Comment le fait d'être une intellectuelle comme tu l'es amène à mener ce travail-là d'une manière peut-être un peu différente de quelqu'un qui n'aurait pas ce parcours-là? Sans rentrer dans les détails de ton quotidien, moi, je serais ravi d'en entendre un peu plus là-dessus. Je le disais un peu en introduction, pour le bénéfice de tout le monde, il y a des jours, j'avoue, j'ai des journées qui sont des montagnes russes tout le temps. Des montagnes russes, c'est-à-dire que c'est certain que l'avantage que j'ai, c'est qu'il n'y a personne qui a occupé ce poste avant moi. Ce qui me permet un peu de le modeler quelque part et d'en faire comme de le mettre un peu, entre guillemets, comme dirait mon boss, à la sauce commissaire. C'est-à-dire, c'est quoi la sauce commissaire Bochra? Puis, il y a des jours où la sauce commissaire Bochra, c'est de la harissa. Il y a des jours où c'est plutôt du curry. Il y a des jours où c'est juste du poivre et du sel. C'est extrêmement... En fait, dans une même journée, je vis des moments extrêmement différents. Puis moi, ce que ça me fait, ce parcours-là, et pour moi, c'est vraiment important de toujours raccrocher soit à des lectures que j'ai faites, soit à des auteurs que j'ai rencontrés, soit à des personnes. Je parlais de gens là à Montréal-Nord qui, moi, m'ont marqué personnellement. Puis ce sont toutes ces personnes-là que je prends un peu avec moi dans ma besace de commissaire au quotidien. Puis moi, ce que je garde, par exemple, de mon parcours universitaire, c'est que j'ai été formée par des personnes, en tout cas sur ces sujets-là, par des personnes qui sont des personnes hors pair. Moi, par exemple, j'ai été formée sur la sociologie du racisme par une femme qui est décédée maintenant, mais qui s'appelle Véronique de Ruder, qui est une des penseurs clés, en fait, sur la question du racisme, sur la question de l'antisémitisme et sur la façon avec laquelle on peut agir avec éthique au quotidien. Et je garde du milieu communautaire, comme je le disais, le visage et les voix de celles et ceux pour qui, justement, on fabrique des politiques publiques. Dans mon quotidien, ce qu'au final, j'essaie de garder, c'est la nécessité de la proximité aussi. Ce que la recherche nous apprend et ce que le milieu communautaire m'a appris, c'est que si tu n'es pas proche des gens, si tu n'écoutes pas, la recherche, ce qu'elle nous apprend, c'est à écouter. Enfin, normalement, là. Si on est un chercheur qui est à l'écoute et pas un chercheur qui applique une idéologie, si je peux le dire comme ça, là, on n'est pas là pour appliquer un dogme théorique, on est là pour se dire, mais comment le réel nous informe et comment le réel permet d'améliorer aussi notre connaissance. Pour moi, c'est ça ma perspective de la recherche. Et donc, ce que je garde de ces deux milieux, c'est la nécessité de la proximité avec les gens, mais la proximité aussi avec les urgences. Parce que ce que vivent les gens, ce sont des urgences que peut-être on ne vit plus parce qu'on est positionné justement à l'hôtel de ville. Quelque chose qui m'arrive beaucoup des fois quand je suis enfermée dans mon bureau à l'hôtel de ville, c'est que je regarde par la fenêtre puis je me dis, les 5 dernières années, je les ai passées à Montréal-Nord. Puis ce que je vois devant moi, il ne faut pas que ce réel-là élude le fait qu'il y a d'autres réalités dans cette métropole et dans cette ville. Et je pense à Saint-Michel, et je pense à Montréal-Nord. Et je pense au fait que moi, par exemple, je n'habite pas ces territoires-là, mais que mon passage par ces territoires-là, si je veux le traduire avec éthique, je ne dois pas l'oublier dans mon quotidien. Puis, évidemment, avoir une tête ambivalente là, entre la documentation, la nécessité de l'action, c'est être, bon, ma pauvre équipe, des fois je les plains, mais je m'excuse à chaque jour, c'est qu'il faut documenter. Nous devons documenter toute
transformation que l'on envisage, que l'on soit une organisation, une institution, ou même, en fait, j'ai envie de dire, une personne qui vit des difficultés. Moi, je crois tellement à la force de l'écriture. Fait que pour moi, ça passe par de la documentation. Je suis une geek des tableaux Excel. Puis fait que, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire qu'il faut documenter, parce que documenter, c'est aussi envisager la transformation dans sa timeline ou dans son historicité. Ouais. Et être une commissaire, là, être dans mes pattes, c'est osciller beaucoup entre une force de persuasion que l'on fait avec communication sympathique et empathique, mais parfois une intransigeance quand non pas ce que l'on est n'est pas écouté, mais ce que l'on dit n'est pas écouté. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de toujours dépersonnaliser la question. C'est quand je sens que quelqu'un ne m'entend pas, ce que je me dis, c'est « it's not about me », comme on dirait. Ce n'est pas moi qu'on ne veut pas écouter. C'est le sujet dont je parle. Et donc, que je ramène aux gens toujours, c'est il faut écouter le sujet dont je parle. Boshra, on s'en fout. Boshra, peut-être qu'elle est un canal intéressant, OK? Mais c'est le sujet que j'amène, c'est le racisme, ce sont les discriminations, et c'est la façon avec laquelle on doit accompagner les personnes qui parfois sont dans un confort. Et c'est difficile de changer, en fait, une position au quotidien qui est confortable. Mais donc, c'est toujours de réconcilier les solitudes. Je suis un peu comme une casque bleue, là, des fois, je ramène les gens, puis je traduis, puis c'est ça. Donc, voilà. Mais on n'est pas en guerre, évidemment. Et en quoi ça consiste finalement pour quelqu'un qui serait moins familier avec l'appareillage municipal? C'est quoi, dans le communautaire, on dirait les fronts de lutte ou dans le milieu syndical? Je veux dire, c'est quoi? C'est avec la police, avec les ressources humaines? C'est quoi les différents aspects de ce travail-là pour rendre ça peut-être un peu plus concret pour certains? Comment on fait pour rendre une ville comme Montréal moins raciste? Peut-être que je l'exprime mal ou à tout le moins pour enrayer le racisme. Plus inclusive, disons. Plus inclusive, c'est mieux dit. Je dirais qu'il y a la métropole. Donc, il y a la ville de Montréal comme cette métropole que l'on reconnaît de l'extérieur, ou au Québec ou au Canada. Et puis, il y a la ville de Montréal. La ville de Montréal, ce n'est pas l'ensemble de l'île de Montréal. Je le mentionne parce qu'on ne sait jamais, là, des fois. Mais pour mener, en fait, une vision, que ce soit sur le verdissement, sur la transition écologique, sur l'urbanité, notamment ou la mobilité, je veux dire, urbaine, ben, il faut qu'il y ait une administration municipale qui accompagne cette transformation-là. La ville de Montréal, donc l'employeur pour lequel je travaille, c'est 28 000 employés. C'est énorme. C'est un des premiers employeurs de la métropole d'ailleurs. Mais donc, ce sont 28 000 personnes qui font, comme dirait ma collègue, c'est des métiers très, très différents. Ça va de nourrir des pingouins à l'espace pour la vie à être un ingénieur de la data, à être un architecte, à être une commissaire à la lutte au racisme, à travailler sur les enjeux d'immigration. Bref, donc c'est une multitude de réalités qui fait fonctionner cette ville. Et ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est qu'il y a une initiative citoyenne qui, rappelons-nous quand même, est passée à l'échelle montréalaise parce qu'aussi, au moment où il y avait une conversation sur le racisme systémique à l'échelle québécoise, à l'échelle de la province, il y a eu une volonté d'amener cette conversation, mais ça a un peu fait plouf. Et donc, il y a des citoyens qui se sont saisis de cette conversation sur le racisme systémique, et à raison, moi je pense que c'était important aussi de le faire, et qui se sont dit, mais Montréal, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que Montréal se pense comme une administration qui doit aussi se transformer sur cette question-là? Et donc, il y a eu une mobilisation citoyenne qui a mené à un rapport de l'OCPM, donc l'Office de consultation publique de Montréal. Et ce rapport, quelque part, quand j'arrive en janvier, c'est déjà ma feuille de route. C'est déjà les éléments qu'il faut qu'on positionne. Et ça concerne quoi? C'est 5 thématiques, si je synthétise. C'est la question des ressources humaines et donc de faire en sorte que l'administration soit une administration exemplaire, exempte de racisme et de discrimination. Et donc les discriminations, ça concerne évidemment les personnes racisées, mais aussi les personnes en situation de handicap, les personnes LGBT, bref, ça peut concerner plusieurs catégories, évidemment les autochtones.
il y avait des recommandations sur l'enjeu du profilage, donc toute la question de la sécurité publique sans discrimination et profilage. Et ça inclut évidemment le SPVM, mais aussi la STM, l'OMHM, donc l'Office municipal d'habitation de Montréal, où il y a aussi des personnes qui assurent une sécurité publique. Et donc l'idée, c'est si on ne pense pas à la sécurité publique au niveau de la métropole, pour que tout le monde, en fait, retire ces pratiques discriminatoires, eh bien, on aura toujours des petits foyers et des petits viviers. Et il y a évidemment tout l'enjeu de l'équité culturelle. Une ville, une métropole, ce sont aussi des espaces culturels, les bibliothèques, les maisons de la culture. C'est comment on pense la culture pour qu'elle soit représentative aussi de tous les Montréalais, parce que les Montréalais, c'est hyper diversifié. Il y a tout l'enjeu de l'équité territoriale, où là, il faut, par exemple, penser le verdissement à travers la ville. Est-ce que tout le monde a accès à des espaces verts? Est-ce que, de façon équitable, est-ce que certains territoires où il y a une densité de population plus importante et où on pourrait évidemment retrouver beaucoup plus de populations racisées ou de femmes, par exemple, racisées monoparentales, est-ce que ces espaces-là, on pense le verdissement de la même façon? Et le dernier point, c'est la question de la participation citoyenne. Moi, dans le fond, mon bureau, parce qu'on est une équipe, travaille de façon prioritaire sur 2 enjeux qui sont des chantiers que j'estime être un peu plus prioritaires. C'est les RH, donc ça c'est vraiment l'interne. Donc on accompagne l'interne. Et de l'autre côté, c'est sécurité publique sans profilage. Les autres enjeux, on les travaille de façon beaucoup plus, on va dire, stratégique et en accompagnant déjà des chantiers qui s'opèrent. Et je dois avouer que quand je suis arrivée à la ville, j'avais peur d'arriver dans un endroit où il faille convaincre tout le monde. Et en vérité, je suis arrivée dans un endroit où la transition avait déjà commencé. Moi, mon mandat, ce que mon boss m'a dit, c'est tu accélères. Tu es l'accélérateur, il faut que la bascule se fasse, il faut que la transition inclusive s'opère. Fait que dans le fond, moi, c'est ça que je fais au quotidien, c'est conseiller mes collègues, c'est les conseiller, mais parfois leur dire attention là-dessus, il faut qu'on avance un petit peu plus vite. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne les ressources humaines, la police, le service des affaires juridiques, la culture, bref. Donc, il faut le territoire aussi, il faut le dire. Si on n'a pas une approche territoriale, ça restera toujours une lecture un peu top-down, et on ne veut pas d'une lecture top-down. Moi, comme géographe, là, je suis hyper sensible à la façon avec laquelle aussi les arrondissements doivent se saisir de cette question-là, parce que les gens, ils vivent quelque part, là, ils ne vivent pas à la ville-centre dans Ville-Marie. Donc, ça, c'est mon quotidien. Et mon quotidien, c'est ça. Je dois vous l'avouer, travailler aujourd'hui pour demain. Il y a des choses dont la transformation n'est pas visible. Il y a des quick wins, comme on dit en bon québécois, mais les quick wins, c'est pas ce qui fait mon quotidien. Mon quotidien, je sais que c'est dans 3, 5, 10 ans dont on verra on va dire, les effets et l'impact. Wow. Et si tu croisais François Legault dans un ascenseur et que tu devais lui expliquer le racisme systémique en 30 secondes, l'édifice n'est pas très élevé, qu'est-ce que tu lui dirais? OK. Je lui dirais bonjour Monsieur Legault, très très respectueusement. Je lui dirais que dans le fond, en fait, lutter contre le racisme systémique, c'est ça qu'il fait déjà. En ayant identifié les secteurs à travers lesquels il faut travailler de façon urgente, c'est-à-dire la question de la sécurité publique, avoir une priorité sur les conditions de vie des personnes autochtones, travailler sur la question d'une équité en logement, travailler sur une meilleure formation de nos gestionnaires dans nos institutions, que ce soit dans les milieux médicaux, etc. Puis vu que l'ascenseur arrive à destination, je lui dirais qu'il y a un super livre qui vient d'être écrit, c'est une petite BD pour les enfants qui s'appelle Un petit guide sur l'antiracisme pour les enfants, mais pas que, et qu'il y a plein d'ouvrages et que, en fait, il en fait déjà du systémique dans sa vision, qu'en fait, il faudrait juste peut-être qu'il écoute d'autres personnes. Ça pourrait lui faire du bien. Et pour poursuivre justement sur cette question-là de l'antiracisme, quelle peut être la place des personnes blanches qui veulent agir comme alliés à l'intérieur de la ville ou comme à l'extérieur, dans la mesure où c'est une lutte qui est portée par plusieurs. Depuis longtemps, Black Lives Matter l'a ramené de l'avant et encore plus la mort de George Floyd récemment, mais les Blancs se demandent souvent comment est-ce qu'ils peuvent agir pour faire une différence. Qu'est-ce que tu dis à tes collègues blancs qui se posent ce genre de questions-là?
Ouais, mais pour répondre à ta question, je vais quand même identifier ce que mon antiracisme veut dire pour moi ou Ouais. ce que l'antiracisme veut dire pour moi. Puis l'antiracisme, pour moi, là, c'est évidemment complètement enchâssé à ma lecture ou en tout cas ma vision et ma pratique et ma, j'ai envie de dire, je transpire féministe. C'est-à-dire que mon antiracisme, il est féministe et s'il ne l'est pas, ben, il y a un problème. Mon antiracisme, il inclut nécessairement une lecture de classe. S'il ne le fait pas, il y a un problème. La question de l'antiracisme, c'est aussi voir le collectif, la collective, le mouvement qui doit être opéré, sans quoi il n'y a pas de transformation. Il y a peut-être un avancement individuel, mais moi, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Et pour moi, l'antiracisme, ça doit donc, notamment à l'intérieur d'une administration, puis je vais identifier ce que ça veut dire aussi, ça doit, comme l'échange de Honnête et Fraser le montrait, le décrivait, c'est que ça doit évidemment focuser sur la question de la reconnaissance, mais ça doit nécessairement aussi focuser de façon, non pas parallèle, mais transversale sur la question de la redistribution. Donc moi, par exemple, si mon antiracisme dans l'administration, il n'admet pas qu'il y a aujourd'hui, oui, une représentation, par exemple, des personnes racisées et dans ce qu'on appelle donc les minorités visibles dans l'administration municipale, mais c'est que là où elles sont, c'est qu'elles sont col bleu et col blanc, c'est-à-dire dans des positions qui ne sont pas des positions de gestionnaire ou pas assez en tout cas, et surtout qu'elles peuvent être dans une forme de précarité. Fait que mon antiracisme ne peut pas admettre ça. C'est-à-dire que s'il l'admet, ben pour moi, c'est pas non plus de l'antiracisme. Et finalement, mon antiracisme ne peut pas céder à la concurrence que crée le racisme lui-même. C'est-à-dire que ce que fait le racisme, c'est segmenter. Et en fait, ça crée une forme quasiment de cannibalisme, là, des fois entre les militants ou entre les personnes. Et moi, je pense qu'il ne faut pas céder à cela. Et donc, ça dit aussi comment on travaille avec les personnes qui ne sont pas, en fait, elles-mêmes, par exemple, racisées. Et donc, ça, pour moi, c'est important de mentionner que si je suis aujourd'hui capable de vous parler aussi fièrement du travail que je fais, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas racisées qui ont décidé de miser sur moi. Et qui ne se sont pas arrêtés au fait que je venais d'ailleurs. Et pour moi, la question des alliés, c'est que les hommes, là, ne font pas partie de la lutte féministe peut-être, mais ils font partie de la transformation sociale qui est nécessaire pour que les conditions des femmes avancent. Et donc, pour moi, les non-racisés, c'est pareil. Il y a une lutte antiraciste où parfois les personnes racisées ont besoin de se retrouver entre elles pour peut-être un peu se faire une idée, avoir comme des espaces de healing, des espaces comme on dit, les espaces d'entre-soi ou les espaces de safe ou brave ou whatever, comment on veut les appeler là. Moi, je ne délégitime jamais ce type d'espace-là parce qu'il permet aux gens, des fois, juste de guérir. Le racisme, ça a un effet sur la santé mentale et sur la santé physique des gens, ça tue. Et donc, des fois, les gens ont besoin de se retrouver, mais je crois que la transformation ne peut pas se faire sans les alliés. Et moi, ce que j'ai envie de nommer, c'est que mon boss, il s'appelle Serge Lamontagne. Sans la vision d'un Serge Lamontagne sur la métropole, Bochra, avec toute sa vigueur et sa réputation de fille un peu rade, mais elle n'a pas sa place. Et donc, sans mes collègues qui s'appellent des Geneviève, hier soir, très, très rapidement, j'ai assisté à la cérémonie du nouveau chancelier de l'Université de Montréal, qui est Franz Saint-Hélémy, qui est un homme au parcours exceptionnel. Mais s'il n'y a pas une symbiose ou un dialogue, une conversation franche entre des personnes qui ont vu un Franz Saint-Hélémy et qui lui ont dit, mais va sur le CA de l'Université de Montréal, mais il n'y a pas de Franz Saint-Hélémy qui devient chancelier. Fait que pour moi, la conversation, c'est aussi le cheminement où chacune des personnes racisées et non racisées se dit, dans chaque geste que je pose, dans chaque mot que je pose, comment je suis en train de participer, oui, à aujourd'hui, mais à demain. Et donc, pour moi, là, je suis aussi le fruit de personnes qui m'ont fait confiance et qui n'étaient pas des personnes racisées. Serge Lamontagne, c'est un homme blanc. Fait qu'il y a ça aussi. Et construire une société, c'est, oui, réduire les écarts
en matière d'iniquité raciale, mais c'est déterminé avec la façon avec laquelle on veut converser, la façon avec laquelle on veut construire une société ensemble. Donc, oui, il peut y avoir une lutte où dans certains moments, les gens ont besoin de se retrouver entre eux, mais la transformation sociale doit se faire avec tout le monde. Excellent. C'est difficile de dire quoi que ce soit d'intelligent après ça. Mais non, sérieusement, je souscris tellement à cette vision. Mais je pense qu'on va bouger tranquillement vers l'ouverture des questions à la salle virtuelle, dans la mesure où on a déjà reçu beaucoup de questions et des gens qui ont envie d'approfondir certains enjeux. Donc, je vais redonner la parole à ma collègue Bianca qui va animer la période de questions-réponses. Oui, merci beaucoup, Bushra et Michael. C'est vraiment fascinant ce que tu dis. Et alors, je vois deux questions, mais aussi nous invitons tout le monde vous pouvez lever le main ou peut-être écrire votre question. Et je vais lire la question. Ou Fleur, est-ce que tu préfères demander la question en personne? Non? Sinon, je vais le lire. Alors, la première question, c'est que faites-vous concrètement pour atteindre l'inclusion? Combien d'heures? Alors, mais ça c'est une excellente question parce que parfois l'inclusion… Ok, si je prends juste… Je vais prendre un dossier pour qu'on puisse être très illustratif. Si je prends par exemple le dossier des ressources humaines, en ce moment, on le sait, il y a une grande avidité des institutions, des organisations, des banques, à peu près tout le monde, à faire de l'équité, diversité, inclusion. Moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que l'EDI ou la DEI ou appelez ça la JEDI, ça porte des noms vraiment très différents là. On ne doit pas retirer… On ne doit pas dépolitiser, si je peux me permettre, la question de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. C'est-à-dire que poser des gestes pour reconnaître, poser des gestes pour, par exemple, la question de la reconnaissance territoriale, etc., ça ne doit pas ça doit pas faire fi des actions réelles, c'est-à-dire qui est embauché chez nous, à quel poste, dans quelles conditions? Est-ce que les personnes qui sont, par exemple, appelées à être recrutées et qui viennent de la diversité ou les personnes autochtones, par exemple, est-ce qu'on leur assure que le milieu de travail va être exempt de discrimination, va être exempt de micro-agressions? Est-ce qu'on s'assure? Et je ne dis pas que tout doit être parfait, là, ce n'est pas ça, mais il faut nommer les leviers qui doivent être transformés, soit à travers des formations, soit parfois à travers… Mais c'est quoi notre vision comme organisation? Fait qu'en ce moment, à la ville, par exemple, je vais vous donner quelques dossiers clés. On travaille sur la consultation citoyenne a demandé à ce qu'il y ait un redressement au niveau des cadres, parce qu'à la ville, comme je le disais, l'école bleue et l'école blanche sont très diversifiées, mais chez les cadres, ça l'est beaucoup moins. Et donc, en fait, ils ont demandé un redressement, notamment pour les personnes autochtones où on est vraiment mauvais, soyons honnêtes. Mais ça nécessite de se dire, OK, les personnes qui s'occupent du recrutement, est-ce qu'elles sont aptes, prêtes et engagées pour opérer cette transformation-là? Et quand je dis aptes, prêtes et engagées, c'est, j'utilise une matrice de la transformation systémique ou de la pensée systémique. Puis pour opérer une transformation systémique, là, il faut se dire, mais est-ce que nos gens, là, peut-être ils sont engagés, mais peut-être qu'ils n'y comprennent rien et peut-être qu'ils ne sont pas aptes parce qu'ils n'ont pas le temps. Peut-être que leurs conditions de travail ne leur permettent pas de diversifier. Fait que l'inclusion, là, c'est notre objectif, c'est notre horizon. Au quotidien, par exemple, sur le redressement en matière de diversité chez les cadres, c'est de dire, OK, l'équipe qui s'occupe de la dotation, comment elle travaille, comment on peut l'appuyer, est-ce qu'on peut l'accompagner dans certains postes, est-ce qu'on peut s'assurer qu'elle soit formée, qu'elle comprenne en fait les enjeux, les valeurs que se donne l'organisation. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, c'est que dans une organisation, si vous voulez savoir c'est quoi les problèmes, allez voir où sont les plaintes. Allez voir, par exemple, dans le milieu de la santé, l'ombudsman qui s'occupe des plaintes, qu'est-ce qu'elles disent ces plaintes? Et donc, la gestion des plaintes, par exemple, chez nous,
Elle montre qu'il y a un angle mort. Il y a un angle mort sur les enjeux de discrimination raciale. Il y a un angle mort sur le fait que parfois le harcèlement, c'est du harcèlement. Puis ceux qui enquêtent, s'ils ne saisissent pas l'enjeu du racisme, ben peut-être qu'ils vont enquêter en disant, ben, ouais, mais ce n'est pas vraiment du harcèlement parce que là, la personne… Mais non, si on ajoute une clé de lecture qui est le racisme et le harcèlement discriminatoire, eh bien là, ça vous fait travailler autrement. Fait que là, on est en train de travailler là-dessus parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans des milieux où ça se diversifie, il y a de plus en plus de personnes racisées, de plus en plus de personnes qui prennent des positions, par exemple, mais qui ne savent pas gérer ces questions-là, qui ne savent pas comment faire faire société dans un milieu de travail et qui, du coup, vont être dans le déni de ce que peut être le racisme parce qu'elles ne le comprennent pas. Pas toujours parce qu'elles sont racistes, mais parce qu'elles ne savent pas comment faire. Et donc, si on ne les accompagne pas dans cette transformation-là, si on n'accompagne pas les entités de gestion des plaintes, si on ne rehausse pas, en fait, la capacité organisationnelle à comprendre et à agir sur ces questions-là, eh bien, en fait, on se trouvera avec une intention d'inclusion, mais sans réelle incarnation par les individus qui composent au quotidien le système. Parce qu'il faut des politiques d'inclusion, mais il faut que les personnes, des fois, les gens ne comprennent pas. Tout le monde a de la bonne volonté sur l'inclusion, mais des fois, ils ne connaissent juste pas l'écosystème de personnes autochtones à qui il faut envoyer l'offre pour qu'on se dise « Ah bah oui, il y a une personne autochtone qui est juriste et qui est avocate qui pourrait faire la job. » Et donc, c'est tout ce travail de rapprochement interne-externe, mais aussi à l'interne de dire comment on level up, si je peux me permettre cette expression-là. Et ça, je termine là-dessus, il ne faut pas juste de la formation, parce qu'en réalité, moi, ce que je vois, c'est que les gens sont laissés à eux-mêmes sur ces dossiers-là. Si j'étais encore dans l'ascenseur avec Monsieur Legault, ce que je lui dirais aussi, c'est qu'il ne faut pas laisser les gens… faut pas abandonner les Québécois à eux-mêmes dans la nécessité de faire société. Il ne faut pas, parce qu'en réalité, si on est un État fort, c'est ça qu'on doit faire, c'est s'assurer que les personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'étranger depuis des siècles, ben, on a assuré à la société d'accueil de savoir quoi faire avec tout ça. On ne peut pas juste comme avoir de la diversité et puis dire « allez, débrouillez-vous ». Et en fait, c'est ça qui se passe aussi dans nos institutions aujourd'hui. C'est que les universités se diversifient avec les professeurs, les institutions se diversifient et là, il faut faire milieu inclusif. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler des heures. Merci, Bushra. Jamel, est-ce que tu veux demander la question? Oui, bonjour. Salut, Bushra. Salut, J'ai plein d'autres questions pour Bushra, genre comment tu vas, comment vont les habitants, mais je vais poser d'autres questions. J'ai posé deux questions, j'en ai d'autres, hein, mais je pense que la question de légitimité est importante quand on prend un poste du leadership au sein d'une institution comme la ville. Ouais. Donc, est-ce que j'imagine, moi j'ai mes réponses, mais quels sont les défis que tu as rencontrés pour mettre en place ta légitimité, pour que tu puisses faire des propositions et mettre en place des outils? Et donc, ma deuxième question, c'est quel type d'outils ou de conseils tu partagerais ici avec des personnes racisées, des jeunes, des étudiants et étudiantes qui veulent s'impliquer dans leur communauté et devenir porter un flambeau et devenir leader comme toi? Leader. Et c'est vous qui dites que je suis leader, ok? Moi, je ne sors pas avec ça tous les matins. C'est une excellente question, Jamel. La façon avec laquelle… Je vais peut-être amener les quelques éléments qui, pour moi, sont essentiels si on veut amener une transformation organisationnelle. Moi, mon mandat en est un de transformation organisationnelle, comme je disais. Puis, ça nécessite d'inclure une réflexion ou des transformations au niveau de la vision, de la stratégie. Là, ce que je vais dire, là, ça s'applique à peu près n'importe quelle organisation. C'est ce que j'essaie d'appliquer à la ville, mais c'est ce que, en fait, on pourrait appliquer à peu près partout. C'est qu'il faut une perspective inclusive, antiraciste. Et puis, peut-être, petite parenthèse, là, pour moi, si on adopte une perspective anti-discrimination, antiraciste, là,
Ça bénéficie à tout le monde. Ça ne bénéficie pas juste aux personnes racisées. Donc, il faut des choses et une réflexivité en matière de vision, de stratégie. Il faut une réflexion en matière de gouvernance. Comment se prennent les décisions? Qui prend les décisions? Il faut des transformations et des éléments en termes de pratiques organisationnelles. Je parlais de la question des plaintes, ça peut être la question des formations. Bref, donc il y a des pratiques organisationnelles, que ce soit la question du recrutement, de la dotation, de l'attractivité, de la gestion des relations de travail à l'interne. Parce que la ville, là, c'est 28 000 employés, c'est plusieurs syndicats. Là. Donc, en plus, on travaille, c'est comme les universités, quand on travaille dans un milieu où il y a en plus la question syndicale, ça vient complexifier aussi le rapport interne avec les employés. Donc, il y a aussi une réflexion à faire sur les pratiques organisationnelles. C'est quoi les pratiques de l'organisation? Puis quand on est une organisation qui a un lien avec des citoyens, des élèves, des étudiants, etc., il y a aussi, à un moment donné, on est en contact avec ces gens. Donc, il y a comment on communique. Comment on communique déjà à l'interne, mais comment on communique avec les personnes à l'externe? Comment on s'assure que, par exemple, à la ville de Montréal, dans nos communications, il ne puisse pas y avoir une once, un doute du fait que la ville est en train d'opérer une transformation sur les questions inclusives et que donc, par exemple, aucun propos qui soit antisémite, islamophobe, qui vise des personnes autochtones ou des personnes noires ne puisse être admis dans les communications. Mais ça veut dire aussi que les sous-messages ne peuvent pas induire ni d'exotification. Et donc, la question de la communication est primordiale. Il y a aussi évidemment la culture des données, la data. Qu'est-ce qu'on fait pour développer une culture interne de la data? Comment on documente les réalités vécues par les personnes racisées? Quand il y a des enjeux, quand on nous rapporte des incidents de harcèlement discriminatoire ou de racisme, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça tombe dans une trappe? Parce que la trappe, là, à un moment donné, elle va finir par exploser. Et donc, la culture de la data, est-ce qu'on est équitable dans les salaires? C'est un tas de questions, mais la data, la culture de la data, c'est aussi ça qui permet d'être transparent quand on est en plus une administration publique. Si, par exemple, on a une façon de documenter, je ne sais pas moi, les incidents et les crimes haineux, par exemple, à Montréal, on se doit d'être transparent et de le transmettre aux citoyens parce que c'est le contexte dans lequel ils vivent et ce sont des données que nous avons à l'interne. Et donc, pour moi, c'est ça aussi, être une administration qui se transforme, là, c'est se dire mais quelle culture de transparence on adopte et on opère. Donc, la data, ça, c'est un des éléments importants. Il y a aussi toute la question de comment on travaille avec les écosystèmes. C'est-à-dire qu'avec le temps, on a toujours des éléments très confortables. On travaille avec des organismes communautaires, avec je sais pas moi, des organisations, des tables de quartier, des tables de concertation, etc. Mais est-ce qu'on s'assure qu'on a actualisé cet écosystème avec lequel on travaille? Un des enjeux, par exemple, qu'on a à la ville, la question des fournisseurs. Être un fournisseur, c'est rendre un service comme professionnel à la ville de Montréal. Par exemple, vous embauchez un chercheur, il peut être fournisseur. Okay? Mais à un moment donné, la question, c'est de se dire, mais qui sont les fournisseurs à la ville? Est-ce qu'on s'assure que les personnes qui ne sont pas naturellement dans le bassin autour des gestionnaires ou autour des services de la ville, est-ce qu'eux, ils savent qu'ils peuvent devenir fournisseurs? Ça, c'est un mini-exemple. Mais la question des écosystèmes qui entourent une institution ou une organisation, c'est essentiel. Et c'est ça qui permet de diversifier. Donc, ces éléments-là, pour moi, ça, c'est comme une espèce de matrice. C'est ce que j'appelle la matrice. Ça, c'est ma matrice, OK? Maintenant, la question de la légitimité, Jamel, elle est essentielle. Personnellement, bon, je dois avouer que mon caractère peut aider, c'est sûr. Mais ma légitimité a été considérée comme quasiment non négociable parce que dès que je suis arrivée, donc je suis arrivée quelque part autour du 18 janvier, 2-3 semaines plus tard, j'avais rencontré les 2200 gestionnaires de la ville de Montréal. 2200 gestionnaires. C'est-à-dire que en 5 rencontres de 500 personnes, je ne sais plus, en tout cas quelque chose comme ça, là, et le directeur général de la ville a mis la question de la transition inclusive en disant « Voici l'enjeu. Voici qui on a choisi. Voici pourquoi on l'a choisi. Oui, ça va être un électrochoc. Okay?
Et donc là, il me disait, à toi, Boshra, présente-toi, présente le mandat. Et donc là, je présente le mandat. Et ensuite, il reprenait après chacune des rencontres en disant, c'est une priorité organisationnelle. Oui, vous allez vous faire challenger. C'est normal, ça va être nouveau. Mais c'est comme ça. Parce que la ville a décidé pour les 10 prochaines années, dans sa vision stratégique, de faire en sorte que la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques soit une priorité. Je le mentionne, démographiquement, Montréal, en 2036, d'après les prévisions de Statistique Canada, c'est 56% de personnes directement nées à l'étranger ou de parents nés à l'étranger, 56%, sans compter les personnes autochtones, sans compter les personnes racisées de plusieurs générations. Donc, démographiquement, si on a une administration qui ne saisit pas aujourd'hui ce momentum-là de se dire yo, dans 15 ans, le visage de la métropole va être complètement différent. Et je ne dis pas ça en étant en mode alerte, c'est pas ça. C'est que en connaissance là, il faut comme administration être dans la, entre guillemets, la gestion de risque et se dire demain, ça se construit maintenant. Comment on s'assure, par exemple, que notre police, dont on le sait que 94% des personnes ne vivent pas dans la métropole, comment on s'assure que les services, par exemple, de la sécurité publique, qui ne connaissent pas l'urbanité montréalaise, qui parfois, ça, je ne veux pas dire qu'il n'y a que les Montréalais qui comprennent Montréal, mais faire société dans une ville, ce n'est pas la même chose que faire société ailleurs. Et donc, il faut comprendre la spécificité montréalaise et ce que c'est l'urbanité pour pouvoir opérer quand on est un fonctionnaire. Et ça vaut pour les policiers comme pour les personnes qui pensent la culture, parce que penser la culture à Montréal, c'est penser la très grande diversité de la petite Bourgogne, où l'histoire de la communauté noire, par exemple, a fait de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui. Si on a un festival du jazz, c'est parce qu'il y a la petite Bourgogne. Et donc, comprendre cela, là, c'est ça, opérer la transformation organisationnelle. Fait que sur la légitimité, Jamel, ça consiste aussi à dire, tu viens avec quelle connaissance? Si tu veux être un leader, là, comme be it, là, je pense que il faut le plus de personnes, mais il faut asseoir ses connaissances sur la réalité dont on parle. Et il faut parfois ne pas prendre la parole et laisser d'autres personnes prendre la parole. Et des fois, il faut savoir se dire, suis-je la bonne personne pour amener une formation sur le racisme aujourd'hui? Peut-être pas. Donc, je vais m'assurer qu'il y ait d'autres personnes qui puissent le faire parce qu'elles vont représenter d'autres choses. Fait que la légitimité, c'est être hyper stratégique. C'est parfois ne pas être devant. La légitimité, c'est asseoir, pour moi, là, c'est non négociable. C'est asseoir ce que l'on dit sur des méthodologies. Donc, au quotidien, par exemple, on utilise des méthodes là, qui ont été faites soit en EDI, soit en relation de travail. Donc, c'est asseoir ce qu'on dit, non pas pour le dire de façon belle, mais c'est de dire aux gens, voici le chemin, on va t'accompagner là-dedans, mais tu dois marcher le chemin et c'est toi qui vas marcher le chemin. Puis peut-être finalement, la légitimité, ou en tout cas ma légitimité, je l'amène en disant, j'espère ne plus être là dans 3 ans. Bien honnêtement, ce n'est pas durable, comme c'est trop épuisant, position. Pour que ça puisse être… en tout cas, pour moi, c'est un passage de relais qui doit se faire. Et surtout, il faut responsabiliser les gens qui sont dans les institutions. Si c'est systémique, là, ce n'est pas magique. Donc, c'est à eux de faire le chemin. Et donc, nous, on est là pour les accompagner. Et il faut accompagner, pas seulement en outillage. Ah oui, et merci sur l'outil. Je suis tannée des outils, en vrai. Comme à chaque fois qu'on a un problème, on crée des trousses, des outillages. C'est important, la méthodologie, je le rappelle, là, je le dis. Mais parfois, les enjeux qui sont humains, ils nécessitent des conversations. Et ils nécessitent des conversations courageuses et ils nécessitent des espaces d'échange où on se dit, OK, il y a tout ça là sur lequel moi, je ne l'ai pas, je ne le comprends pas, etc. Mais comment je peux aller me préparer? Et l'outillage, pour moi, c'est ce que tu mentionnes est important, mais pour moi, ça vient en deuxième lieu. Parce que tu ne peux pas avoir un outil. Tu sais, dans ta trousse à outils, là, il faut que tu aies 24 types de tournevis différents. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus matures que d'autres sur ces questions-là. Il y a des gens qui ont une capacité à apprendre beaucoup plus rapide. Mais ces niveaux de maturité et ce relief, tu ne peux l'identifier que si tu as eu des espaces d'échange. Sans espace d'échange, il n'y a pas de transformation de culture organisationnelle pour moi. Désolée, la réponse était très longue.
Mais je veux prendre toute la journée pour tes réponses, Bouchra. Mais j'ai vu, Zoubida, est-ce que tu veux demander ta question? J'ai vu ta main levée. Oui, oui. Bouchra, je vous considère aujourd'hui comme une patronne atypique. Un, parce que vous êtes une femme et deux, parce que vous faites partie d'une minorité visible. Quelles sont les qualités intrinsèques qui vous ont permis d'avoir ce poste de pouvoir? Et est-ce que vous souffrez du racisme aujourd'hui de par votre position? Merci beaucoup, Zobida. Je n'ai pas vu votre visage. Sincèrement, je crois que la question de l'empathie, pour moi, est une des choses prioritaires. C'est-à-dire que si on veut amener ces transformations-là, la question de l'empathie, moi, j'ai une foi, tu sais, fait que je sais que ça m'aide. Mais tu sais, des fois, tu peux avoir juste une foi dans la science, puis ça suffit pour t'aider aussi. C'est-à-dire que moi, je sais que ce que je dois amener, je dois l'emmener toujours avec empathie. Et comme je le disais dès le début, j'ai commencé en disant je suis très consciente de ma condition. Je suis très, très consciente du fait que quand j'arrive quelque part, je suis la plus jeune de ma propre équipe. Je sais que je suis plus jeune que tout le monde. Je sais que je suis je suis la première directrice racisée, en tout cas, je pense que je suis une des premières directrices racisées à la direction générale de la ville. Ça a été un choc pour moi de savoir ça. Ça a été un choc de me dire, moi, ça fait juste 12 ans que je suis là. Il y a des personnes autochtones qui sont ancestralement ici. Il y a des personnes noires qui sont là depuis 7 générations et je suis la première. Donc ça a été un choc. Donc, de se dire, OK, mais ça, là, on doit pas le voir comme un genre de privilège dont on se dit, oh, je suis la première. Moi, ça a été un choc de me dire, oh my God, je suis la première. Ça veut dire qu'il faut comme paver un chemin qui soit le plus qui bénéficie aux autres qui vont venir derrière. C'est-à-dire que si on ne pense pas moi, je crois qu'il faut entrouvrir les portes et garder le pied dedans. Ça, c'est le rôle d'un leader. Si un leader passe la porte et ferme, c'est pas un leader pour moi. C'est pas en tout un leader. Et donc, pour moi, je pense que mes qualités, c'est aussi évidemment la persévérance, le fait de savoir que je vis certaines choses et de me dire, si tu focuses sur le fait que tu l'as vécu, tu peux comme émotionnellement être touché et tomber, tout comme au moment de la nomination. Et j'ai décidé de mettre mon énergie ailleurs parce que, en réalité, le racisme rend malade. Et il rend malade les gens. Les personnes que j'écoute, qui sont des employés, qui nous racontent des choses, ce sont des tragédies. Je vous dis, là, comme 98% des gens qui, par exemple, me font des témoignages, se mettent à pleurer, ont été en arrêt maladie, n'y croyaient pas au départ, ils ne pensaient pas que c'était ça qu'ils vivaient, jusqu'à ce qu'ils se disent « Oh merde, je crois que c'est ça ». Et donc, pour moi, c'est d'être une éponge de ce que j'entends, sans moi-même, en fait, tomber dans tout ça. C'est-à-dire que je dois ramasser tout ça en me disant comment je le traduis dans l'institution, comment je le traduis en changement systémique, comment je trouve la virgule qui va faire changer la trajectoire du paquebot. Et en réalité, je pense que c'est le... Je ne sais pas si c'est une qualité, là, j'en sais rien, mais je pense que j'intellectualise beaucoup. Et personnellement, je pense que ça m'aide parce que sinon, on peut effectivement sombrer dans le fait que c'est horrible. C'est horrible et que ce sont des difficultés que vivent beaucoup de monde, que vivent vraiment énormément de monde et très jeunes. C'est-à-dire que ce sont des trajectoires et c'est en ça que c'est systémique, c'est que ça se vit dans tellement de sphères différentes dès le plus jeune âge. Et ça finit par être un cumul qui se retrouve dans le milieu du travail. Puis je dis souvent, je reprends souvent une citation de Achille Mbembe qui dit dans le fond que le racisme, c'est faire de la tragédie des accidents. Et moi, ce que je dis quand j'explique aux gens mon travail, c'est de dire, ben moi, c'est de ramasser tous ces accidents et quelque part de recomposer en fait le casse-tête ou on va dire le puzzle de cette tragédie, parce que c'est une tragédie humaine. Et donc, je crois que je pense que mon travail, c'est vraiment aussi des fois de réhumaniser
des personnes qui ne savent plus comment faire, tu sais, des personnes blanches qui ne savent juste pas comment faire tout ça, et des racisés qui, elles, ne veulent pas avoir à porter le fardeau de l'inclusion. Et je les comprends, Il y a plein de racisés qui disent, mais là, moi, je suis une statistique, puis tu es comme entre les deux en disant, non, 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 tu n'es pas une statistique, tu es une personne compétente qui a été choisie pour sa compétence, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'augmenter aussi en termes de représentation si on veut avoir des politiques publiques qui incluent tout le monde, en fait. J'espère avoir répondu à la question. Oui, merci beaucoup, Bouchra. C'est vraiment touchant ce que tu dis, vraiment intellectuellement, mais aussi ça me touche beaucoup. Et, euh, et ta passion est aussi vraiment engageant pour nous tous. Et alors, maintenant, c'est 1 heure et alors nous n'avons pas le temps de demander d'autres questions, mais je veux vous remercier infiniment pour votre présence et Michael pour avoir invité Bouchra. C'est vraiment un plaisir de faire partie de cette interview. Et nous avons aussi un partage de côté de Jamel, d'un événement qui est lié avec cette discussion des rapports de pouvoir dans des organisations, dans l'école innovation sociale. Et nous voulons annoncer aussi que l'autre entrevue sera avec notre rectrice en novembre 18. Alors, le novembre 18, on va avoir une entrevue avec Chantal Beauvais. Alors, si vous pouvez faire partie de notre rendez-vous prochain. Mais merci beaucoup, Bouchra et Michael, et merci beaucoup à tout le monde de nous joindre aujourd'hui pour cette discussion qui est vraiment... bon, c'est très riche. Maintenant, il faut réfléchir et je vais me retourner à mes notes. Avec plaisir. Merci à vous de l'invitation. Je crois beaucoup au travail que vous faites à l'Université Saint-Paul. Là, je vous suis depuis plusieurs années et je sais que vous êtes un vivier de la transformation et c'est un début de conversation. C'est ça qu'il faut se dire. Là, c'est un début de conversation et qui que vous soyez, là, si vous avez des questions, pour moi, ce sont des moments qui sont importants pour transférer, transmettre et passer le flambeau. Vous avez fait ça déjà aujourd'hui un peu. Merci. Merci beaucoup et au revoir tout le monde. Merci à tout le monde. Merci, Bouchra.